Depuis le 13 juin, l'opération Lyon-Montant fait la une des journaux, relayée par une avalanche de médias occidentaux présentant l'Iran comme à quelques jours de la fabrication de la bombe nucléaire. En réponse à Israël, l'Iran a déclenché des vagues de frappes aériennes sur le Israël. En réponse donc, Israël a déclenché des vagues de frappes aériennes sur le territoire iranien, ciblant les infrastructures militaires, nucléaires et civiles. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a comparé cette opération au bombardement du réacteur irakien d'Ozirak en 1981, une frappe nécessaire pour empêcher l'anéantissement. Alors, mais sous les clichés donc familiers de la défense préventive, se cache un calcul impérial indéniable. Plus de 200 avions israéliens ont participé au premier barrage avec des frappes de pénétration profonde et une cyberguerre. Les installations de défense aérienne et radars iraniennes ont été parmi les premières à être touchées. Le Mossad et les forces alliées ont utilisé des agents mandataires pour déclencher des sabotages internes, notamment des attaques de drones et de voitures piégées dans les grandes villes. Il ne s'agissait pas d'une frappe chirurgicale pour stopper une bombe, il s'agissait d'une déclaration de guerre, une tentative de décapitation de la République islamique et de changement de son régime. Alors, le 22 juin, Donald Trump annonce une attaque contre 3 installations nucléaires iraniennes, Fordo, Natanz et Esfahan, utilisant des bombes pénétrantes de type GBU-57 de près de 14 tonnes lancées par les bombardiers stratégiques B-2 et des missiles de croisière tirés de sous-marins. Le président américain et beaucoup de médias occidentaux israéliens ont très tôt parlé de leur destruction totale, occasionnant un ralentissement du programme nucléaire iranien d'au moins 3 ans. Or, des informations publiées après par Fox News contredisent fortement cette affirmation hâtive, affirmant que les frappes américaines n'ont été menées que sur les entrées et les sorties de l'installation de Fordo et non sur l'usine d'enrichissement d'uranium elle-même. Plus tard, il s'est avéré même, selon les déclarations des officiels iraniens, que ces installations étaient en fait vides. Les autorités nucléaires iraniennes ont donc confirmé que l'installation de Fordo était intacte. En effet, selon des experts nucléaires et militaires, si le site de Fordo avait été touché, c'est-à-dire que s'il avait été touché avec tout ce qu'il contenait comme installation d'enrichissement, il aurait été immédiatement perceptible sur les écrans des contrôleurs de cette région, avec des cratères, un trou électromagnétique, des sismographes hurlants et des avions d'évacuation. Alors, les missiles de croisière Tomahawk ou Trident ne pénètrent pas profondément, comme on le sait, mais sont conçus pour être détruits au niveau de la surface. Alors, est-il possible de détruire des objets profondément sous terre comme Fordo, qui, selon l'AEA, est situé à une profondeur allant jusqu'à 500 mètres avec une frappe aérienne? Ce qui s'est passé est-il surtout une manœuvre de propagande calculée visant une victoire politique? C'était-il un signal aux médias et aux opérateurs des opérations psychologiques à Tel Aviv que les États-Unis sont entrés en guerre aux côtés d'Israël contre l'Iran? Et puis, quelles seront les conséquences pour la région et le monde si l'Iran frappe les intérêts américains et déchaîne le feu contre Israël? Alors, pour discuter de toutes ces questions fondamentales et cruciales pour la paix dans le monde, dans la région du Moyen-Orient et dans le monde, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Genève le président de l'Institut international de recherche pour la paix, GIPRI, Gabriel Gallis. Alors, Gabriel Gallis, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour et merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous et pour nos auditeurs et les auditeurs de l'Afrique en marche. Alors, après 11 jours de combat, ou 12 jours, on peut dire aujourd'hui, entre Israël et l'Iran, donc un combat dans lequel les Américains se sont mêlés, comment estimez-vous l'équilibre des forces entre les deux pays? L'armée israélienne a-t-elle vraiment établi une supériorité aérienne totale sur l'espace aérien comme le prétendent les médias occidentaux et hébreux? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Je crois D'accord. qu'il faut faire un rappel historique. Si on ne comprend pas l'enchaînement des événements
depuis les dernières années, on ne peut pas analyser correctement la situation et encore moins les solutions pour en sortir. Alors, je voudrais donner juste trois dates. En 2006, l'ambassadeur de Suisse à Téhéran m'a demandé d'organiser une conférence à Genève entre des universitaires iraniens et sur le thème quelles énergies, quelle sécurité pour l'Iran et ses voisins. J'ai eu le soutien financier, logistique de la Confédération suisse. Cette conférence discrète, ce n'était pas une conférence secrète, c'était une conférence discrète. La différence, c'est qu'on ne cherche pas à se cacher en se réfugiant dans un endroit impossible. Les services de renseignement des différents pays sont informés, mais on ne fait pas de publicité. C'est une réunion rassemblant une vingtaine de participants, plus un deuxième cercle d'une quinzaine d'observateurs. Donc, si vous voulez, c'était des personnes de haut niveau, puisqu'il y avait parmi les participants M. Flint Leverett, qui est devenu un universitaire américain, qui à l'époque était analyste de la CIA et membre du Conseil de sécurité de la Maison-Blanche. Donc, c'était des personnes qualifiées. Et je dois dire que cette réunion a été un succès, puisque l'arrière-plan politique était d'empêcher des frappes américaines sur l'Iran. Donc, objectif pleinement satisfait, ça fait partie des succès dont on ne parle pas. On parle des choses qui échouent, des trains qui déraillent, mais on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Donc là, c'était un bon succès. Première phase, et j'étais assisté du professeur Mohamed Reza Jalili, qui était à l'époque professeur à l'Institut des hautes études internationales. Deuxième date importante vers le processus actuel de guerre, c'est le 14 juillet 2015. Le 14 juillet 2015 est signé à Vienne un traité, un accord entre la Chine, la France, l'Allemagne, l'Union européenne, l'Iran, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Cet accord, c'est ce qu'on a appelé dans sa traduction française le plan d'action global commun, le PAGC. Et ce plan d'action global commun permet, contrairement à tout ce qui avait été envisagé les années précédentes, à l'Iran de développer son nucléaire civil sous stricte observation de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Et tout cela a fonctionné jusqu'en 2018 parfaitement bien. Les conditions étaient draconiennes, un nombre de centrifugeuses a été réduit et tout le monde ne trouvait rien à dire, sauf l'État d'Israël. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a applaudi à cet accord de 2015. Donc nous avons affaire à une unanimité internationale avec une exception, l'État d'Israël, dont il faut rappeler que c'est un État qui est doté de l'arme nucléaire en dehors de tout traité, en dehors de toute convention, en dehors de tout contrôle. Absolument. Et avec environ 200 ogives. Ce sont les évaluations des experts, puisque comme il n'y a pas de contrôle matériel possible, on est réduit à des évaluations. Mais disons 200 ogives, ça fait déjà des dégâts, et probablement plus. Mais ça suffit de retenir ce chiffre. Et puis, troisième date, après cette situation qui était prometteuse et qui devait garantir un peu de sécurité et de stabilité au Moyen-Orient, troisième date, c'est le 8 mai 2018. Le 8 mai 2018, sous pression du lobby israélien et des néoconservateurs, le président Donald Trump annonce le retrait des États-Unis de l'accord de Vienne. Absolument. Sans demander son avis à personne. C'est-à-dire que c'est totalement caractéristique de l'unilatéralisme. Et en plus, au même moment, il annonce un train de mesures de sanctions au plus haut niveau possible contre l'Iran. Donc vous voyez bien que vous avez une communauté qui instaure des règles, ces règles, elle les respecte, et tout à coup vous avez un acteur majeur, pour ne pas dire l'acteur majeur, qui se retire du jeu et casse le jeu. Et après, on a ouvert la voie, en quelque sorte, à ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc moi, je voulais faire ce rappel préalable, parce que si on ne comprend pas d'où ça vient, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Absolument. Alors il y a quand même quelque chose qui un peu intrigue
les Européens, quand même, ont fait partie de cet accord-là. Les Américains se sont retirés. OK. Pourquoi les Européens n'ont rien fait justement pour le protéger et faire en sorte que ramener Les le partenaire américain à dire que on ne peut pas jouer avec ça, ça met tout le monde en danger. Parce que les Européens sont serviles. Les Européens sont totalement soumis à la coupe des États-Unis. Et on pourrait comparer ça avec un autre événement majeur. Ça a été la dissolution du pacte de Varsovie et la confirmation de l'OTAN. Rappelons que le 1er juillet 1991, ou 91 pour les Suisses et les Belges, le pacte de Varsovie est dissous. Bon. Et en 1992, les Européens élaborent et font ratifier le traité de Maastricht. Or, le traité de Maastricht inscrit l'OTAN dans le marbre de ces écrits. Est-ce que vous pouvez m'expliquer raisonnablement pourquoi les Européens n'auraient pas dit, d'abord, ils n'étaient pas obligés d'inscrire le traité de Maastricht, dans le traité de Maastricht, l'OTAN, qui est sous commandement des États-Unis, donc qui n'est pas une initiative proprement européenne. Pourquoi est-ce qu'il fallait l'inscrire dans le traité et pourquoi aucun dirigeant européen n'a-t-il dit, écoutez, le pacte de Varsovie vient d'être démantelé, qu'est-ce qu'on fait de l'OTAN? Est-ce qu'on y met les Russes et les Chinois et peut-être les Indiens et d'autres? Est-ce qu'on démantèle? Est-ce qu'on transforme l'OTAN en un organisme subordonné à l'Organisation des Nations Unies et aux articles 46 et 47 qui prévoient un comité d'état-major auprès du Conseil de sécurité? Tout cela n'a pas été fait. On s'est contenté de dire, allez, on fait l'OTAN et on le développe et on l'élargit et on lui donne plus d'horizon. Donc, si vous voulez, qu'on prenne le dossier moyen-oriental ou qu'on prenne le dossier européen et ukrainien, on est toujours dans cette docilité absolue et avec Macron, Sturmer et les autres, on est absolument dans la soumission intégrale à la volonté des plus faucons des États-Unis. Parce qu'il faut bien faire cette distinction. Tout le monde n'est pas fanatique aux États-Unis. Vous avez plein d'observateurs, vous avez des universitaires et vous avez même des tendances politiques affirmées. En Israël, tout le monde n'est pas fanatique. Absolument, absolument. Donc, quand on dit Israël ou les États-Unis, il faut dire le groupe dirigeant, il faut dire le gouvernement actuel, il faut dire les autorités actuelles. Voilà. Donc, pourquoi les Européens sont comme ça? Parce qu'ils sont lâches, parce qu'ils sont stupides, et je le dis en tant que citoyen européen. Je récuse cette classe dirigeante. Ce cas, Gabriel Galis, les Iraniens, dans les nouvelles négociations, donc en fait, c'est comme les Russes d'ailleurs, et ils ont raison de négocier, disons, directement avec Dieu, sans passer par ses saints. C'est-à-dire que les Américains qui décident, les Européens ne sont même pas capables de protéger un accord qu'ils ont signé. Donc, pourquoi discuter avec eux? Mais évidemment, on pourrait rappeler l'accord de Minsk, Minsk 1 et Minsk 2, dont d'anciens dirigeants allemands et français disent que c'était fait pour ne pas être respecté. Quelle crédibilité peut-on acquérir dans le monde quand on dit qu'on a signé des accords qui étaient faits pour ne pas être respectés? Et maintenant, vous avez Merz en Allemagne qui dit Israël fait le sale boulot pour tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ce sale boulot, c'est pas un sale boulot, c'est une violation caractérisée du droit international. Le droit international, il ne prévoit pas d'attaque préemptive ou de défense préemptive. C'est une notion qui a été inventée par George W. Bush. Et personne ne peut le reconnaître dans la communauté des juristes internationalement, quelle que soit leur nationalité. Donc voilà, on est dans une situation, d'ailleurs c'est assez typique. Vous avez une notion qui est mise en avant dans plusieurs pays occidentaux depuis une dizaine d'années, hein, c'est un nouvel ordre basé sur des règles. Parce que comme le droit international les gêne, ils ne veulent plus parler de droit international parce qu'à force de le violer aussi manifestement, ils se rendent compte qu'il vaut mieux plus en parler. Donc, plutôt que de parler du droit international, on parle d'ordre basé sur des règles. Mais les règles, elles sont fixées par qui? Je veux dire que ce sont les règles de ceux qui les fixent, quoi.
Absolument. Et qu'ils n'ont jamais négocié avec quiconque. Ils les imposent, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Donc, Négocier. moi, je suis pour le droit international, point. Et le droit international, il est dit par la justice internationale. Cet ordre international est très imparfait, hein. Moi, je trouve que le Conseil de sécurité n'est pas un modèle. Je trouve que le fonctionnement de ce qu'on appelle le droit de veto, qui n'est pas un droit de veto, si vous lisez la charte de l'ONU, je pourrais vous la lire tout à l'heure après la pause, le chapitre qui concerne ça, il n'y a pas de droit de veto. Il y a une incitation à ce que tout le monde se mette d'accord parmi les 15 membres du Conseil de sécurité. Il faut qu'une décision soit prise par 9 membres pour qu'elle soit valable. Et parmi ces 9 membres, il faut qu'il y ait l'unanimité des 5 membres permanents. C'est ça que dit le texte. Il ne Ouais. dit pas qu'il y a un droit de veto. Il y a une incitation à se mettre d'accord. Et s'il y en a un qui casse le jeu et qui s'en va, ça revient à un veto. Mais ça ne veut pas dire qu'il a le droit de le faire. Ça veut dire qu'il ne respecte pas l'incitation de l'esprit de la charte à se mettre d'accord. La règle devrait être la recherche d'un consensus. C'est D'accord. très important, toutes ces nuances, si vous voulez, parce qu'on est installé dans un système où l'exception devient la règle. Non, l'exception n'est pas la règle. La règle, c'est de chercher un accord. D'accord. Alors, juste pour avancer, Gabriel Galli, c'est très, très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Donc, en fait, c'est un peu un monde géré avec les règles de la jungle. Je suis plus fort, j'ai les moyens, donc je passe le premier et j'impose mes vues et mes thèses. Alors, mais prenons maintenant ce qui est en train de se dérouler. Est-ce que avec ce qui s'est passé hier aussi, il y a un risque d'embrasement. Parce que les gens se posent la question, est-ce qu'il y a un équilibre des forces entre Israël et l'Iran? Et nous avons une chance que les deux pays ne se touchent pas. Donc, ils sont en train, l'un bombarde avec les avions, l'autre bombarde avec les missiles. On sait que c'est un peu très cher tout ça. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de penser qu'on peut avoir la paix? Et puis, il y a aussi la chose avec ce qui est sorti par rapport au bombardement américain, comme dit le colonel Scott Ritter, l'ancien inspecteur de l'ONU des armements de destruction massive en Irak, il dit que en fait c'était un cinéma, tout ça, ce bombardement des trois sites nucléaires. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous d'accord donc avec ça? Et puis, si c'est le cas, réellement, quelles sont les réelles motivations de Trump en lançant ces attaques? Oui, avant de vous répondre à ça, juste rappeler que là aussi, il y a des antécédents historiques qu'il faut garder en tête. Il y a des plans, et notamment il y a deux plans. Il y a le plan israélien de 1980 qui s'appelle le plan Oded-Yenon. Le plan Oded-Yenon, c'était une espèce de projet qui visait à découper les voisins d'Israël en plusieurs États, divisés pour régner. Donc il y avait une carte où on montrait comment on allait couper, un peu sur le modèle du Liban, mais de façon systématisée. On allait couper l'Irak, on allait couper la Syrie, on allait couper la Libye. C'est exactement ce qui s'est fait. Et du côté américain, on avait élaboré le projet de remodelage du Grand Moyen-Orient, annoncé par George W. Bush, hein, juste avant l'invasion de l'Irak. Mais tout ça, c'est écrit, c'est pas complotiste, c'est des documents officiels. On peut trouver les cartes Ça a été, du plan de Dieudonne et on peut trouver tout ça. il a été même publié par la presse américaine. Je crois que c'était le New York Times. Bien sûr, tout cela a été publié. Alors, pour en venir à votre question, l'alternative, elle est simple. Est-ce qu'on joue la diplomatie ou est-ce qu'on joue la guerre? Est-ce qu'on joue le droit international ou est-ce qu'on joue le cowboy? Bon, moi je pense que même si elle est imparfaite, la loi internationale et surtout les diplomates compétents qui sont capables de la mettre en œuvre, parce qu'une loi, c'est un texte, hein. S'il n'y a pas des juges et des policiers pour la faire appliquer, ça ne marche pas tout seul. Donc il y a des diplomates compétents dans tous les pays. Euh, il y a des livres d'anciens diplomates qui sont écrits. Il faut simplement les solliciter. Trump est un être imprévisible. On peut lui mettre plusieurs caractéristiques. Est-ce que c'est un showman? Est-ce que c'est un businessman? Est-ce que c'est... je crois qu'il n'a pas de vision politique claire. C'est en tout cas affirmé, et surtout pas une politique internationale claire.
on lui ferait passer un examen de première année de diplôme d'études internationales, il échouerait certainement à l'examen. Bon, donc il est entouré de différents groupes, et ces différents groupes, ils ont différentes perspectives. Vous avez des modérés, hein, Gabart en particulier, qui est à la tête de la coordination des services de renseignement, qui s'était prononcé contre la guerre en Syrie et qui vient d'ailleurs du Parti démocrate. Elle faisait partie de ce qu'on appellerait l'aile gauche du Parti démocrate, hein. Donc il a une équipe très composite avec des faucons, des radicaux. Juste pour aller dans le sens de ce que vous dites, je rappelle que Tulsi Gabbard, justement, dans une récente visite au Japon, elle a visité Hiroshima et Nagasaki, elle a fait quand même une déclaration extrêmement importante en tant que responsable de 17 agences de renseignement américaines, où elle disait que le monde n'est jamais été aussi près d'une guerre nucléaire et qu'il fallait tout faire justement pour éviter ça, pour que le drame ou le désastre qu'on a vu à Nagasaki et à Hiroshima ne se répète pas. Absolument, absolument. Alors, elle était qualifiée de pro-russe parce que quand on n'est pas d'accord avec les faucons, on est pro-russe. Bon, donc on est nombreux à être pro-russe. Moi, Wikipédia, la page est indiquée comme étant le JPRI est marqué pro-russe. Bon, on a fait un correctif, mais il n'a pas été publié parce que les correctifs ne sont pas acceptés. Bon, donc non, on est pour la paix. Alors, si quelqu'un est pour la paix, on se trouve plutôt sur cette position-là. Donc, moi, je pense qu'il y a toujours un espace de négociation, puisque je vous dis, en 2006, il y a eu des canaux de communication. J'ai vu d'ailleurs, j'ai écouté aux informations ce matin que les Américains appelaient à un cessez-le-feu et que l'Iran était d'accord. Bon, pas l'Iran, Israël était d'accord et l'Iran a donné l'information sans dire s'il était d'accord ou pas d'accord. Donc, espérons que les choses se calment parce qu'on est vraiment au bord d'une situation extrême. Et à partir du moment, vous avez dit qu'il y a des tirs des deux côtés, j'ajouterais que beaucoup de tirs israéliens sont faits maintenant depuis la Syrie. Le Monde, le journal Le Monde d'hier en a parlé en disant que bon, le principal bénéficiaire du coup d'État en Syrie, du renversement de Bachar el-Assad par les islamistes, c'est Israël pour le moment. Et Israël utilise le sol, le territoire syrien pour riposter à des missiles envoyés depuis l'Iran. Donc, on est dans cette situation-là et il est urgent qu'on revienne à la négociation et un peu à la raison. D'accord. Alors, Gabriel Gallis, tout le monde se rappelle de l'attaque de missiles de Trump contre la Syrie en avril 2017. L'événement, donc, fut un terrible désastre, comme on le sait tous. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une similitude avec ça et comment peut-on comprendre cette dynamique actuelle? Et y a-t-il qu'est-ce qui se cache derrière ça? Les États-Unis se sont précipités aussi à dire que nous ne sommes pas. Donc, ils bombardent trois sites nucléaires. Heureusement qu'ils étaient vidés de tous les équipements, et notamment de l'uranium qui a été produit. Et tout de suite après, donc, ils se précipitent à dire que nous ne sommes pas en guerre contre l'Iran et qu'ils n'interviendront pas pour défendre Israël dans son conflit avec la République islamique. Comment vous analysez ça? Moi, je pense que Scott Ritter a raison. Il y a une partie de spectacle dans cette affaire. Et le spectacle, c'est pour donner des garanties aux différentes composantes. Trump, il essaye de faire plaisir à Gabbard, aux Israéliens faucons et aux autres. Bon, et alors, il jongle en disant je frappe, mais je frappe pas trop fort. Je frappe, mais j'avertis que je vais frapper, comme il avait fait en Syrie d'ailleurs. Souvenez-vous que quand il y avait eu des frappes en Syrie, les États-Unis avaient informé pour que les Syriens prennent des dispositions et dégager le plus de personnel possible des aéroports qui allaient être bombardés. Donc on est dans un mélange de... Mais derrière ça, il y a quand même le plan de remodelage du Grand Moyen-Orient. C'est-à-dire le fil conducteur qui va de l'Irak, Afghanistan, jusqu'à l'Iran, en passant par la Syrie et la Libye, oublions pas, tout ça, ça rentre dans ce plan.
Alors, le plan, il est mené cas un cas, une fois par les uns, une fois par les autres, une fois avec discrétion, comme avec l'opération Timber Sycamore, qui était une opération undercover. Ce n'était pas une frappe directe en Syrie, mais c'était déjà la préparation du coup d'État. On fait un mélange entre la guerre économique qui affaiblit un État. On a affaibli la Syrie, ce qui l'a rendu beaucoup plus vulnérable par un embargo. On a affaibli pareillement l'Irak par un embargo. Donc, si vous voulez, on fait fuir les personnels, on fait de la public diplomacy, comme disent les Américains. Public diplomacy, c'est s'adresser à l'opinion publique d'un pays adverse, c'est-à-dire faire de l'ingérence caractérisée. Hein. Donc voilà, tout ça, c'est le plan qui est mis en œuvre. Et tant qu'on n'aura pas la volonté de faire une grande conférence de l'ONU sur quelle paix pour quel ordre du monde. C'est une conférence que nous avons faite en 2016 à Genève, hein, avec des pays venant vraiment du monde entier. On a fait discuter des Russes et des Américains, qui étaient des anciens officiels ou des universitaires. Donc c'est possible. Et pourquoi ce que le JPRI a fait en 2016, avec peu de moyens, l'ONU ne l'a pas fait au sortir de la guerre froide? C'était le moment de le faire, en disant, mais qu'est-ce qu'on fait? Où on va maintenant? Et personne n'a posé ce genre de questions. Au lieu d'avoir, et sur ce point-là, je soutiens la position des autorités russes, on a parlé de l'ultimatum de Poutine. Vous avez entendu parler de l'ultimatum de Poutine. Bon, Poutine, d'abord, Poutine n'est pas tout seul, il conviendrait de dire les autorités russes. Hein. Il y a aussi des ministres, il y a aussi Lavrov, il y a toute une équipe, il y a pas simplement Poutine pour faire fonctionner la Fédération de Russie de A à Z de 24 heures sur 24. S'il était tout seul, ça ne marcherait pas. Et donc, les autorités russes ont fait, le 15 décembre 2021, deux propositions. Ils ont fait une proposition de traité entre les États-Unis et la Russie et ils ont fait une proposition d'accord entre l'OTAN et la Russie. Ouais. Ils ont reçu l'ambassadeur des États-Unis à Moscou. Ils lui ont donné le document. Tout ça, ça figure sur le site du ministère russe des Affaires étrangères. C'est pas de la littérature fictive. Et ils ont dit, ces propositions sont négociables, mais elles sont urgentes. Urgentes. Et au lieu de ça, on a dit bullshit. Bon, allez vous faire cuire en œuf, c'est pas sérieux, c'est pas acceptable. Non, il fallait se mettre autour d'une table. Or, les Français, les Allemands, les Britanniques qui maintenant font du spectacle et qui arrêtent pas de jeter de l'huile sur le feu, et en Ukraine et en Iran, ils prennent pas leurs responsabilités. Ils ne sont pas du tout conscients de ça. Ils n'ont pas dit à Biden, président Biden, il faut répondre aux Russes. Pourquoi personne ne l'a fait? Parce qu'ils sont lâches. Je crois qu'il n'y a qu'un mot dans la langue française. Si on veut être poli, on dit pusillanime. Si on veut être cru, on dit lâche. Voilà. Donc, je vous laisse le soin de choisir. Nous ne pouvons qu'être d'accord avec vous que effectivement, même si c'est du théâtre, hein, c'est-à-dire la situation géostratégique dans laquelle ce théâtre-là est joué, peut quand même mener à un désastre parce que il suffit d'un mauvais calcul, il suffit d'une erreur ou d'une faute, il suffit d'une mauvaise appréciation de celui qu'on attaque et c'est l'embrasement généralisé. Absolument. Et d'ailleurs, vous savez que pendant la guerre froide, on a été à plusieurs reprises au bord d'un accident nucléaire. Je pense en particulier à un incident où, pendant la nuit, un officier de surveillance russe, qui depuis a reçu une décoration à l'étranger, a vu arriver ce qui apparaissait une attaque de missiles. Et après vérification, parce qu'il était intelligent, il a fait des vérifications avant d'affoler tout le monde, il a fait faire des vérifications et il s'est aperçu que c'était une pluie de météorites avec des composantes en acier. Bon, quand vous avez une pluie de météorites, ça peut ressembler sur des radars à quelque chose qui est encore étranger. Heureusement, il n'a pas réagi en appliquant bêtement les instructions. Il a réfléchi, il a vérifié, etc. Et il y a des missiles qui sont tombés. Il y a des missiles largués sur des avions américains qui sont tombés en mer. Bon, heureusement, il y a des dispositifs de sécurité qui fait que la bombe, il faut l'activer pour qu'elle marche. Et vous avez eu plusieurs accidents de ce genre-là. C'est pour ça qu'il y a le traité de non-prolifération.
traité de non-prolifération, il prévoit non seulement qu'il n'y a plus de nouveaux entrants dans le club nucléaire, mais qu'en plus, ceux qui ont l'arme nucléaire s'engagent à petit dénucléariser, ce qu'ils ne font pas. Il faut quand même rappeler aussi cette vérité, c'est que les grandes puissances, tous ceux qui font des commentaires, ne tiennent pas leurs promesses. Et puis, rappeler qu'Israël n'est pas dans le traité de non-prolifération. Vous me direz, le Pakistan et l'Inde non plus. Sauf que l'Inde et le Pakistan, ils ne font pas des leçons de morale. C'est ouais. La grande différence entre Israël et eux, c'est que Israël se permet de mesurer les grammes d'uranium ou les kilos d'uranium enrichi, alors qu'ils ont 200 ogives nucléaires prêtes à partir. Donc moi, je suis sur une position cohérente. Je suis pour la dénucléarisation du Moyen-Orient. Voilà. Et on charge l'AIEA de dénucléariser tout le monde, les Égyptiens et les autres. Mais ça a existé dans d'autres parties du monde. Regardez, le Brésil et l'Argentine avaient un programme nucléaire. Eh bien, ils l'ont arrêté d'un commun accord. Alors, la course à la folie nucléaire n'est pas une fatalité. On peut, et ces exemples-là le prouvent, on peut rétro-pédaler et on peut faire marche arrière quand on va dans la mauvaise direction. Mais encore faut-il le vouloir. Et je pense malheureusement, moi j'ai vu beaucoup de gens parmi les soutiens de Trump en Europe, même en Russie, dire oh là là, pourvu que Trump gagne parce que Biden est dangereux. Biden était sous le contrôle des faucons. C'était pas Biden. Biden, il était gâteux et il était largement dépassé par les événements. Mais son entourage, c'est-à-dire ceux qui l'aident à prendre des décisions, l'ont conduit dans des erreurs lourdes. Il était quand même vice-président d'Obama, et en fait, il y a eu Trump, et en succédant à Trump premier, il a continué à faire du Trump dans deux dossiers, le dossier de Cuba, souvenez-vous, et le dossier précisément sur l'Iran, où il n'était pas du tout sur les positions d'Obama, parce que l'accord de 2015, c'est sous Obama qu'il a été signé. Alors, pour aller justement dans le sens de, justement, aller continuer dans le même sens, alors le Parlement iranien a voté la fermeture du détroit d'Ormuz et certains rapports indiquent que les Iraniens ont déjà commencé à refouler des navires du détroit par lequel transite environ, rappelons-le, 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Alors, cette mesure pourrait provoquer des flambées imprévisibles des prix du pétrole et du gaz naturel liquéfié, le GNL, déclenchant une profonde crise économique pour les économies occidentales et particulièrement pour l'Europe. Pourquoi? Parce que les États-Unis restent quand même l'un des principaux producteurs mondiaux de pétrole et de gaz, ce qui peut contribuer à atténuer donc les conséquences économiques de la hausse des prix du pétrole et voire donner énormément de profit aux grandes entreprises pétrolières et gazières américaines. Alors, pour l'Europe, en revanche, ce ne sera que des souffrances et sans aucun amortissement, malheureusement. Alors, ma question, tout comme lors du sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2, nous le savons tous actuellement par les Américains, l'Europe sera-t-elle encore une fois le dindon de la farce des agissements impériaux et irresponsables US? Oui, d'abord, je ne sais pas si il faut pas distinguer la menace et puis la réalisation. Le blocage du détroit d'Ormuz, c'est un peu comme l'arme nucléaire. Ça doit être une arme de dissuasion. Ça ne doit pas être une arme faite pour être utilisée. D'ailleurs, depuis Hiroshima et Nagasaki, personne ne l'a utilisée. Et Hiroshima et Nagasaki, c'était utilisé contre quelqu'un qui l'avait pas, l'arme nucléaire. Donc c'était un peu facile. Mais c'est une menace qui peut pousser les gens à la négociation. Je crois que les Iraniens ne sont pas des imbéciles. Moi, j'ai du respect pour les vieilles civilisations. Je pense que l'un des problèmes, j'ai écrit un papier d'humeur là-dessus sur ma page Facebook, en soulignant que les deux États qui aujourd'hui nous mènent au bord du gouffre sont deux États adolescents. C'est-à-dire que si vous prenez l'État d'Israël, bon, c'est moins de 80 ans, hein, et si vous prenez les États-Unis, c'est 250 ans. Bon. Dans l'histoire de l'humanité,
c'est de l'enfantillage. Et non seulement ces États sont jeunes, mais par-dessus le marché, ils se comportent comme des adolescents. C'est vrai. Alors que les vieux pays qui ont une tradition, je distingue le pays de son gouvernement ou de son régime. Hein. Vous avez des occupants provisoires de l'Élysée, de la Maison-Blanche et partout. Et puis vous avez des États et vous avez des nations et des pays ou des empires, bon, peu importe, ou des restes d'empires et des empires reconvertis. Or, la Perse, c'est quand même une civilisation qui, avec l'Irak, participe du berceau de l'humanité. C'est là qu'ont été inventées un certain nombre de choses, l'astronomie et autres. Donc, il faut pas oublier ces aspects-là. Juste pour rajouter, Pardon? justement, quand on entendait dans les médias hébreux, américains et occidentaux en général que l'opération lancée par Israël visait à faire effondrer l'État, à faire changer un changement de régime et détruire l'Iran, justement par rapport à ce que vous disiez tout de suite là, l'Iran, justement, les Perses sont les créateurs de l'État. Ce n'est pas un pays qui a quand même des milliers d'années et il est le créateur de l'État et qu'il l'a peaufiné durant des siècles et des siècles. C'est pas en l'attaquant avec un coup de bombe de bombardement qu'on va faire effondrer un État. Oui, oui, mais ça, on est totalement dans l'autopropagande, l'auto-illusion occidentale. Et c'est assez pathétique. C'est comme on va détruire le Hamas. Mais on ne détruit pas le Hamas. On peut tuer 10, 15, 20, 50 dirigeants du Hamas. Mais en même temps, on prépare la relève. Parce que les cousins des martyrs qui ont été tués, ils vont prendre la relève automatiquement. Et quand on en tue un, on prépare 5 successeurs ou 10. Donc c'est une naïveté de s'imaginer que, alors on peut décapiter, évidemment quand on décapite un dirigeant de haut calibre, c'est très grave. Hein, et vous avez eu plein de pays d'Afrique qui en 50 ans, 60 ans ont été décapités parce qu'on a tué leurs dirigeants. Ça c'est grave. Mais dans le cas de l'Iran, quand on est bien documenté, on sait que la société iranienne est diversifiée. On sait que même au sein du pouvoir, il y a différentes tendances. On revient à cette analyse de l'État. Moi, j'ai fait des sciences politiques, j'ai étudié ça. Je ne faisais pas du café du commerce. Je ne disais pas, voilà, il y a un dirigeant, il est fou, il est gentil, il est intelligent. Peut-être que le dirigeant il est plus ou moins intelligent, plus ou moins fou, plus ou moins gentil. Mais c'est pas ça qui fait la politique de l'État. Je veux dire, même en Russie, il y a des autorités, il y a des conseils, il y a des gens qui poussent dans un sens ou dans l'autre, et c'est vrai dans tous les États. Alors, il y a des États qui sont plus ou moins autoritaires, mais même si on prend un extrême comme la Corée du Nord, il ne fait pas tout. Il est obligé de composer avec des équilibres. Donc, il faut bien comprendre cette réalité que le spectacle, mais on est dans une société du spectacle, comme avait dit Guy Debord, et puis on est, vous l'avez suggéré, dans le présentisme. C'est-à-dire les gens, ils ont le nez sur l'actualité, et puis tout ce qui dépasse 6 mois d'ancienneté, c'est la préhistoire. C'est les derniers 6 mois, ou bien la préhistoire et les dinosaures, Louis XIV et Pierre le Grand. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une vraie histoire sédimentée. Et si vous prenez un grand pays comme la Chine n'en parle jamais, mais elle a toujours en tête les guerres de l'opium. Elle ne pardonnera jamais les guerres de l'opium faites par les Britanniques et dans un deuxième temps soutenues par les Français. Ça a été une crasserie, une ignominie ineffaçable. Et alors, maintenant, il y a le retour de bâton. Vous savez, quand je donne des cours de politique internationale, de politique étrangère, je dis toujours à mes étudiants, et parce que le boss qui m'a employé quand j'ai commencé à faire de la recherche sur la paix, c'était un physicien du CERN, hein, un physicien expérimental. Et moi, je rappelle toujours la troisième loi de Newton. La première, c'est la gravitation universelle, mais là, je crois qu'il n'y a pas seulement Donald Trump qui serait collé si je demandais aux auditeurs et à d'autres la troisième loi de Newton. La troisième loi de Newton, elle prescrit
la relation de l'action et de la réaction. C'est vrai. Toute force entraîne une force opposée de même intensité. Voilà. Et je crois que l'erreur des politiciens, et surtout des politiciens inexpérimentés ou des jeunes États, c'est de s'imaginer que l'histoire commence avec eux. C'est comme les gamins, si vous voulez, les adolescents ou les jeunes adultes, ils croient que les parents, les grands-parents, ils disent que des conneries, parce que c'est vieux, ça. Bon. Et depuis Platon, ça. On lit Platon, et Platon dit, déjà les jeunes disaient, les vieux disent que des conneries, et les vieux disaient aussi, les jeunes disent n'importe quoi. Bon. Donc, c'est un phénomène nouveau. Mais la troisième loi de Newton, elle vaut en politique internationale. C'est-à-dire que, contrairement à la loi physique de Newton, c'est pas tout de suite que ça se passe, la réaction. Ça peut être en différé. Mais je crois que la partie proportionnalité existe. C'est-à-dire qu'on peut faire un certain nombre de coups immondes, mais ça se payera un jour ou l'autre. Alors on peut dire que c'est le châtiment divin, on peut dire c'est la fatalité, je ne sais pas comment on peut le nommer, on peut discuter du nom, mais la réalité est quand même là, c'est qu'il y a très souvent des opérations, en anglais on dit backlash, hein, le retour du bâton. Il y a des retours de bâton. Et si les dirigeants politiques réfléchissaient chaque fois en se disant je vais faire ça, et l'autre il va faire quoi? Quelle est la gamme des réactions? Et là, on entre dans les zones d'imprévisibilité. Parce que comme on ne peut pas prévoir ce que va faire l'autre, et puis moi, ce que je vais faire, et ce qu'il va faire, et puis qu'il n'y a pas que deux acteurs dans le monde, mais il y a 190 États dans le monde, alors vous avez une zone d'incertitude qui est extraordinaire. Pour ça que moi, je ne fais pas de pronostic. Je peux faire des scénarios. Je peux faire des scénarios comme le font les analystes. Ils ont des scénarios optimistes, pessimistes et moyens. Bon, mais en dehors de ça, le reste, c'est de l'astrologie, c'est pas de l'astronomie. Il faut être rigoureux. Donc, j'insiste sur l'aspect action-réaction et le fait qu'actuellement, nous avons des États adolescents où nous avons à la tête des États des gens qui se comportent comme des adolescents. Bon, le président Macron en étant un, il est arrivé, il est arrivé président à 40 ans en n'ayant eu aucun mandat politique, pas même conseiller municipal. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que vous avez un président de la République qui n'a jamais été ni député, ni conseiller municipal, ni conseiller départemental, ni rien. Bon, il a été à la Banque Rothschild, puis il a été conseiller du président, puis il a été ministre de l'économie et des finances pour préparer sa campagne, et puis après il est devenu président. C'est pas un reproche, même s'il était intelligent et super intelligent, il n'a pas l'expérience de Lavrov et de Poutine. Voilà. D'autres dirigeants qui ont Xi Jinping. Xi Jinping, il a eu son père qui a été victime de la révolution culturelle. Le père de Xi Jinping. Donc, si vous voulez, il faut toujours comparer ce qui est comparable et puis mesurer l'épaisseur du temps. Le temps est un enseignant de première grandeur. Et si on oublie le temps, et si on oublie les effets action-réaction, alors on va faire des erreurs. Vous me rappelez l'expression très chère aux stoïciens qui disent, donc dans la Grèce antique, c'est un enseignement absolument important aujourd'hui. Nous ne pouvons jamais ou prévoir ou contrôler ce que font les autres, c'est-à-dire l'action de l'autre. En revanche, mon action, ce que je pense moi, et mon action et ma réaction à l'action de l'autre, ça c'est ma responsabilité. Donc, absolument, absolument. Oui, oui. On rejoint les stoïciens, on rejoint Descartes. Descartes, dans le discours de la méthode, il dit j'ai beaucoup voyagé dans le monde et quand j'ai vu la diversité des opinions, y compris chez des gens qu'on traite de barbares, mais qui sont parfois plus sages que nous, il faut lire Descartes, hein, parce qu'on lit toujours la dernière phrase, on lit jamais ce qui précède la dernière phrase. Là aussi, il faut comprendre l'antériorité. Finalement, je me suis aperçu qu'il y avait tellement d'opinions dans le monde que la seule conclusion, c'était que je devais me forger la mienne tout seul, plutôt que de suivre une opinion déjà préfabriquée. Voilà, c'est ça la sagesse stoïcienne ou cartésienne, plutôt que de suivre. Or, actuellement, pour en revenir à votre question précédente sur l'Union européenne, moi, je suis désolé qu'elle soit de plus en plus un appendice des États-Unis. C'est ça qui est grave. Et si vous voulez, parmi les choses qui ont été graves, oui, pardon?
Justement aussi, c'est pour aller, pour continuer un peu. Alors, j'aimerais bien maintenant qu'on lit, parce que je profite de l'occasion que vous n'êtes pas seulement politologue, mais vous êtes aussi économiste. Vous êtes spécialiste en économie, et je crois que ça serait très intéressant de voir le lien entre ce qui se passe sur le plan militaire, politique et diplomatique, avec justement le substrat de tout ça, qui est l'économie. Alors, ces dernières années, pour faire un peu le topo, les États-Unis et le reste de l'Occident global ont été confrontés donc à la réalité de l'Eurasie émergente, dont l'essor est très rapide, non seulement en termes de discours, mais aussi en actes. Et à titre d'exemple, dans le secteur manufacturier, par exemple, en 2024, la Chine a construit plus de navires marchands en termes de tonnage que les États-Unis au cours des 80 dernières années depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les BRICS détiennent également 35% des réserves mondiales connues de pétrole et de gaz. D'autre part, la façade atlantique dispose également d'importants actifs financiers, mais pratiquement adossés à rien. À titre d'exemple, donc selon les chiffres du FMI, la taille totale de l'économie mondiale en 2023 s'élevait à 105 000 milliards de dollars au prix nominaux courant. D'autre part, selon les données de la Banque des règlements internationaux, fin 2023, la valeur totale des contrats de produits dérivés négociés sur les marchés de gré à gré s'élevait à 667 000 milliards de dollars. C'est des chiffres qui donnent le tournis. Peut-être que les gens ils peuvent même pas se représenter ces montagnes d'argent. Alors, autrement dit, l'économie financière virtuelle est plus de 6 fois supérieure à l'économie réelle. Et sur ce montant, 126 000 milliards de dollars sont négociés sur les bourses mondiales. 60 000 milliards de dollars, soit la moitié, sont sous le contrôle de plus de 6 000 entreprises américaines. Et la principale raison n'est pas la puissance économique des États-Unis, on le sait tous, mais le fait que le dollar, et c'est le système dollar lui-même qui est le problème, c'est pour ça que nous ne pouvons pas vraiment faire confiance à Trump tant qu'il ne s'attaque pas à ça. Le problème dans le monde, ce n'est pas la Chine ou l'Inde ou la Russie, tout, mais c'est le système dollar lui-même. Euh, Soit la monnaie de réserve internationale sous contrôle, évidemment, pas du gouvernement, mais de Wall Street et de la Cité de Londres. Alors, Gabriel Galis, les attaques contre l'Iran qui pourraient dégénérer vers une déstabilisation complète des républiques de l'Asie centrale, parce que c'est ça le danger, et c'est ça qui fait quand même réagir la Russie violemment, parce qu'on sait que un peu l'Asie centrale, c'est l'Ukraine de l'autre côté pour la Russie. Euh, Est-ce que constitue-t-elle in fine une guerre d'hégémonie visant l'Eurasie et les BRICS? Est-ce que, in fine, c'est-à-dire en dehors de tout le théâtre que nous venons de décrire dans la première partie jusqu'à maintenant, est-ce que sur le plan géostratégique, est-ce que c'est pas ça en réalité? Oui, et alors je vais vous donner deux ou trois références qui arrivent à cette conclusion-là. D'abord, il faut bien comprendre la façon dont la classe dirigeante aux États-Unis conçoit le monde. Depuis l'origine, et en tout cas depuis 150 ans, euh, il faut revenir aux stratèges et aux principes de Mackinder et de Spikeman. Mackinder a développé la théorie du Heartland. Vous savez, le Heartland, c'est le cœur de l'Eurasie. Et l'Europe centrale est le cœur du Heartland. Donc, il faut contrôler le cœur du cœur du cœur pour contrôler le monde. Mackinder l'écrit clairement. Hein, qui contrôle le Heartland contrôle l'Eurasie, et qui contrôle l'Eurasie contrôle le monde. Premier point. Et cette théorie-là, elle est développée aujourd'hui, elle a été développée et elle continue à être développée. Elle a été développée par Zbigniew Brzezinski, le grand échiquier, et elle a été explicitée par George Friedman. George Friedman, vous savez qui c'est? Oui, Bon, George Friedman. Aujourd'hui, l'un des plus influents, justement, penseurs géopolitiques américains. Absolument. Alors, je recommande à tous vos éditeurs, s'ils ne l'ont pas encore fait, d'écouter sa conférence de 2015 au Chicago Council. Ouais, ouais, ouais. George Friedman dit
parce qu'il est interrogé sur le terrorisme. Il dit, vous savez, le vrai problème, c'est pas le terrorisme. On va le résoudre, le terrorisme. Ça, c'est un détail. Mais le vrai problème, qui explique pourquoi la politique des États-Unis a un axe central depuis plus de 100 ans, depuis plus de 100 ans, c'est empêcher l'émergence en Eurasie d'une puissance concurrente. Et pour empêcher l'émergence d'une puissance concurrente en Eurasie, il faut à tout prix empêcher un rapprochement entre les Russes et les Allemands. Les Allemands, ouais. Voilà. Bon. Et si vous prenez l'explosion de Nord Stream, hein, vous avez l'expression matérialisée et actualisée de la doctrine de M. George Friedman, qui a fait un entretien célèbre dans le Commerçant, la revue d'affaires russe. Dans Commerçant, il a été interviewé et il a dit si Maïdan c'est un coup d'État, il a été prudent, il a dit si c'est un coup d'État, c'est vraiment le coup le plus réussi qu'on aurait dit. Alors après, tout le monde a dit, ouais, ben Friedman a dit que c'était un coup d'État, il l'a reconnu. Et Friedman, qui est un petit malin, il dit, non, j'ai pas dit que c'était un coup d'État. J'ai dit, si c'était un coup d'État, c'est vraiment un écho. Deuxième élément d'information que je vous lis. Et puis, troisième élément d'information, moi, un de mes livres de chevet en géopolitique, c'est le livre des deux anciens colonels de l'armée de l'air chinoise, Xiao Liang et Wang Jiangshui, qui ont écrit un livre qui s'appelle La guerre hors limite. Ce livre, il a été écrit en 1997. Oui, il a été traduit dans toutes les langues de la planète, et de toutes les langues courantes en tout cas, et majoritaires. Et ce livre, il a été imprimé par l'Armée populaire de libération. Donc, c'est l'éditeur, c'est l'Armée populaire de libération. Et donc, c'est un document qui a l'imprimature, en quelque sorte, des autorités. Et qu'est-ce que disent ces deux colonels qui ont analysé la première guerre du Golfe? Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont non seulement analysé la guerre du Golfe en tant que stratège chinois, spécialiste des opérations militaires, mais en plus, ils ont lu le rapport du Sénat sur la guerre du Golfe. Donc, ils ont analysé les analyses. Et ce qu'ils disent là-dedans, il y a deux idées intéressantes, principales que moi je retiens. Premièrement, ils disent les guerres du 21e siècle, donc ils sont à la veille du 21e siècle, en 97, les opérations militaires, les opérations de guerre du 21e siècle seront des opérations de guerre non militaires. Non militaires. C'est-à-dire que le militaire, c'est un peu comme un hamburger. Vous avez la viande, mais autour, vous avez la salade, les oignons, les tomates et le pain. Bon, et tout ça, ça fait le hamburger. En fait, vous avez plus de volume de produits périphériques que de viande. Et ça, c'est une première vérité, c'est-à-dire qu'il y a une guerre culturelle, il y a une guerre linguistique, il y a une guerre monétaire, il y a une guerre industrielle, y compris avec l'espionnage, et puis il y a une guerre militaire. Mais on ne peut pas dissocier cette guerre militaire de toutes les autres composantes. Et ça, c'est important. Deuxièmement, ils disent, ces deux auteurs chinois, ils disent l'illusion de l'Occident, c'est de penser qu'on gagne la guerre avec de l'argent et de la technologie. On gagne la guerre parce que la guerre, c'est un art. Et il faut connaître l'art de la guerre. Et ça remonte à Sun Tzu quand même. oui. Le premier penseur de la guerre, c'est quand même un penseur chinois. Bon, on a eu Machiavel, on en a eu d'autres. Mais moi, je crois que c'est très intéressant parce que regardez le Vietnam, regardez l'Afghanistan. Théoriquement, sur le papier, il devait perdre le Vietnam. Théoriquement, l'Afghanistan devait perdre. Non seulement il y avait les Américains, mais il y avait une coalition en Afghanistan. C'était carrément l'OTAN qui était là. Bon. Et puis finalement, les Américains sont repartis en disant, ben voilà, il y en a marre, quoi. C'est un système sans fin. Troisième remarque, vous avez raison sur l'aspect économique et monétaire, et c'est pour ça que l'enjeu des prochaines décennies, ça va être une monnaie alternative. Il est plus possible de continuer. D'ailleurs, si vous venez à considérer le statut du dollar, hein, le statut du dollar, il est issu des accords de Bretton Woods.
Bon, Bretton Woods, c'était à la fin de la guerre mondiale, et là, il y a eu deux thèses qui se sont affrontées. Il y a eu la thèse de Keynes, qui était la thèse britannique, et il y a eu la thèse des États-Unis. La thèse britannique, c'était une espèce de monnaie internationale basée sur l'or, avec quand même une base, hein, parce que l'or, c'est une base discutable, mais c'est moins discutable que la spéculation à la bourse de New York qui aboutit à des états actuels. Keynes Puis a appelé, pardon? c'est ce que Keynes avait appelé le Bancor, je crois. Voilà, le Bancor, exactement. C'était le Bancor. Et donc, les Américains ont gagné parce qu'ils étaient plus puissants, pas parce qu'ils étaient plus intelligents dans cette vision-là. Et puis, en 71, ils ont changé la règle du jeu. Parce que la contrepartie de leur suprématie du dollar, monnaie internationale, c'était qu'elle était assise sur l'or, quand même. Si Oui. vous voulez, il y avait quand même une partie qui restait. C'était pas une monnaie internationale basée sur l'or, c'était une monnaie américaine basée sur l'or. Tout à coup, ils se sont dit, il n'y a plus de convertibilité du dollar en or. Le 15 août, hein, bon, le président Nixon, il annonce ça, et il met tout le monde devant le fait accompli. Bon, les Français ont rapatrié leur lingot d'or parce qu'il y en avait une partie qui était encore aux États-Unis. Et donc, depuis ce moment-là, la monnaie spéculative a remplacé le dollar comme monnaie internationale, mais quand même assise sur quelque chose d'objectif. Qui a, Depuis, il n'y a plus rien. Depuis, c'est assis sur du vent. qui a permis quand même un certain développement, ce qui n'est pas le cas depuis justement le découplage de l'or et du dollar depuis 71. Et Bien sûr, parce qu'il y a eu un contexte de reconstruction, il y a eu la concurrence entre le bloc soviétique qui a stimulé en quelque sorte les uns et les autres. Bon, mais depuis, on est dans un vide. Et le projet des BRICS, on arrive à votre question centrale, le projet des BRICS, c'est précisément de trouver une alternative à ce système qui n'est fondé que sur du vent. Parce que le vent, c'est instable par définition. Les courants d'air, c'est pas quelque chose sur lequel on peut construire. Donc, moi, je pense que la solution, elle a été rappelée par Mendes France, qui m'a donné des cours d'économie. L'ancien président du Conseil, il était devenu député, il habitait Grenoble et j'ai fait mes études à Grenoble. Donc j'ai eu la chance d'avoir un cours d'économie monétaire internationale donné par M. Pierre Mendes France, qui lui-même connaissait les économistes qui avaient critiqué les zones monétaires instables, etc. Donc il avait dit, en fait, la nouvelle monnaie devrait être basée sur un panier de matières premières. L'avenir, c'est-à-dire un panier de matières premières, on ne prend pas la valeur du marché, parce que le marché, c'est fantaisiste, on se met d'accord sur un prix fixe, comme le fait l'OPEC, par exemple, et puis on dit, la monnaie internationale de l'humanité, elle va être fondée sur un panier de valeurs comprenant un lingot d'or, un baril de pétrole, et ceci et cela, une tonne de blé. On arrête ça la valeur, et puis à un moment, on a un équivalent or qui peut être utilisé dans les transactions ou autres. Bon, voilà les alternatives réelles. Maintenant, on sait bien que ça avance pas vite, parce que les Indiens et les Chinois ne sont pas d'accord, parce qu'il y a un certain nombre de raisons, mais on va finir par trouver un accord. On va finir par trouver un accord en disant dans le panier, on mettra un panier de monnaie. Et dans la panier de monnaie, un peu comme avec l'euro, si vous voulez, il y aura l'ancien Deutschmark, il y aura l'ancien franc français qui auront une valeur stabilisée. Bon, voilà quel est l'avenir. Et on ne pourra pas échapper à ça. Les États-Unis ne pourront pas échapper à ça. C'est le sens de l'histoire. alors, une dernière question quand même, parce que ce que vous venez de développer, Gabriel Galis, est extrêmement intéressant et important. Et alors, une dernière question par rapport à l'Europe. Euh, Tout le monde a vu justement, moi-même j'ai vu cette conférence-là de George Friedman, où il dit clairement, même l'acte fondateur justement de l'OTAN, l'acte fondateur de l'OTAN lui-même, disait que l'OTAN a été fondée pour deux objectifs. Le premier, empêcher que les soviétiques débarquent en Europe occidentale et faire en sorte qu'ils soient refoulés. Le deuxième objectif, c'est celui que Friedman a évoqué, c'est d'empêcher qu'il y ait le moindre rapprochement entre la Russie, enfin l'Union soviétique, et l'Allemagne. Donc, je crois que on comprend pas. On peut être, c'est-à-dire comprendre la servilité des dirigeants européens, euh,
dans un sens où au moins leurs intérêts sont aussi servis. Les intérêts de leur pays sont aussi servis. Ah, voilà, on va être à la botte des Américains, mais nous allons quand même profiter pour nous-mêmes et pour nos pays. Alors que ce n'est pas le cas du tout. Briser quand même, les deux gazoducs a complètement étranglé l'économie européenne. Comment peut-on continuer encore dans cet aveuglement? Oui, mais écoutez, je crois qu'on a une nouvelle génération de dirigeants politiques inexpérimentés. Prenez le cas de l'Allemagne. L'Allemagne a eu pendant très longtemps, 20 ans quasiment, Angela Merkel. Angela Merkel, elle était née en RDA, l'Allemagne communiste, hein, Oui. où Poutine était colonel du KGB, ou capitaine à l'époque, je ne sais pas quel grade il avait. Bon, Colonel. euh, oui, peut-être déjà colonel. Alors, Angela Merkel avait quand même un avantage, même si elle était anticommuniste, elle avait quand même, premièrement, une connaissance de la Russie. Deuxièmement, elle parlait russe, elle avait appris le russe à l'école. Et puis, troisièmement, elle était intelligente. Globalement, elle avait un niveau en physique-chimie que n'ont pas ses successeurs, qui sont des businessmen. Bon. Et donc, elle avait trouvé une espèce de quadrature du cercle assez pertinente qui consistait, alors au détriment des Français, parce qu'elle a fait des vacheries aux Français, ça c'est un autre aspect des choses, mais ben, disons, comme chef d'État allemande, elle a fait son boulot. On demande à un chef d'État de servir les intérêts de son pays, pas forcément ceux des voisins. Et donc, elle avait gardé l'équilibre entre fidélité aux États-Unis sur le plan militaire, pacte atlantique, et en même temps partenariat avec la Russie en développant non seulement l'approvisionnement en gaz, mais la contrepartie de ça, c'était les joint ventures, c'est-à-dire des entreprises allemandes qui étaient associées à des entreprises russes, mais des capitaux allemands. On était effectivement dans la peur de Friedman et des autres, hein, le partenariat russo-allemand. Donc ça, c'était un schéma qui, avec des imperfections, a fonctionné quand même, au bénéfice de l'Allemagne, au bénéfice de la Russie. Et alors, on est sorti de ça parce que depuis, on a des amateurs. Et on a fait dire à Angela Merkel que c'était dommageable que se soit mis sous le contrôle des Russes. Mais maintenant, on est sous le contrôle de qui? Du gaz de schiste américain qui est plus cher et plus polluant. Et on a même des écolos qui vont défendre, premièrement, un gaz de schiste polluant et deuxièmement, des bombes à uranium enrichi qui restent, comme on l'a vu en République hein, fédérale de Yougoslavie, où on a eu des écolos et un vice-chancelier qui a soutenu le bombardement de bombes à uranium appauvri. Bon, l'uranium appauvri, ça dure pendant des milliers d'années quand même. Bon. Donc voilà pourquoi on est dans ce système-là. Et puis reprenez le pédigré des dirigeants européens. Combien ont été Young Leaders? Les Young Leaders, c'est les partenariats sous les auspices des fondations américaines. Franco-américaines, germano-américaines, italo-américaines, enfin il y a toutes les déclinaisons possibles. Bon, ils y sont tous passés. J'entendais l'autre jour M. Bernard Guettaz, hein, qui est un député européen macroniste, ancien journaliste du Monde. J'ai regardé le CV de ce monsieur. Bon, il est de la bourgeoisie, ce qui n'est pas de sa faute, parisienne. Et puis dans sa jeunesse, il était trotskiste. Bon, c'est pas de sa faute non plus. Et puis après, il a été Young Leaders. Et maintenant, il est totalement pour la globalisation, l'OTAN, etc. Mais quand vous avez, mais il n'y en a pas un comme ça. Vous en avez des générations, hein. Vous en avez un paquet. De formation de young leaders. Généralement, ce sont des jeunes sans aucune assise philosophique, épistémologique et intellectuelle. Et en fait, dans ces programmes-là, c'est un lavage de cerveau qu'ils subissent. Absolument, absolument. Alors, ils y sont tous passés. Et alors, il paraît que c'est l'élite. Bon, quand je vois qu'ils ont pris Hollande, je me demande si vraiment ils ont fait le bon choix. Ils ont réussi à mettre quelqu'un à la tête de l'État pendant un petit moment, mais c'est quand même, bon, Sarkozy, il n'a pas été young leader à ma connaissance, mais vous savez, Sarkozy, la belle-mère, c'est-à-dire la première épouse de son père, s'est remariée aux États-Unis avec un Américain. Et cet Américain, il est le fils d'un fondateur de la CIA. Ouais. C'est quand même intéressant. Hein. Vous lisez le livre d'Éric Branca, L'ami américain, tout est détaillé. Et vous vous dites, bon, peut-être que, d'accord, le fils, c'est pas le père, mais vous regardez le curriculum vitae du fils.
Et le fils, il a fait toute sa carrière diplomatique dans des pays qui étaient en train d'exploser ou qui allaient exploser. Hein. C'était vraiment un diplomate. En fait, c'était un type qui travaillait et pour la diplomatie et pour la CIA. Il était undercover, quoi, comme beaucoup. Bon. Donc Euh, voilà. mais, mais disons que quand beaucoup de hasards comme ça s'enchaînent l'un après l'autre, on commence Donc, à poser la moi, je ne question. suis pas complotiste, mais je constate les faits quand même. Il y a des faits troublants et Eric Branca les mentionne bien. Et en plus, Eric Branca a fait un travail d'historien, c'est-à-dire il a analysé les archives déclassifiées de la CIA. Hein, parce que les Américains, ils jouent relativement le jeu. Bon, ils enlèvent des noms, ils mettent du noir sur les papiers là où il y a des noms, mais ils déclassifient beaucoup d'archives. Et depuis, on a appris les attentats, les tentatives d'assassinat du général de Gaulle. C'est maintenant, c'est avéré, c'est plus une hypothèse, c'est classifié dans les documents. Donc voilà, les dirigeants européens, ils ne sont pas européens. S'ils étaient européens, ils accepteraient d'avoir un partenariat normal avec leurs voisins russes. Ben, chers auditeurs, notre entretien, malheureusement, je dirais, c'est aujourd'hui, arrive à sa fin. Ça a été vraiment un plaisir et très, très enrichissant de vous avoir reçu, Gabriel Galis. Je vous remercie pour toutes ces analyses et tous ces éclairages. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir. J'espère qu'on aura beaucoup d'occasions à rediscuter d'autres sujets et dans le cadre d'autres entretiens. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci à vous et à bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir.